j'avais comme projet, j'ai toujours comme projet de parler des instruments de navigation qui sont les miens et peut-être éventuellement les nôtres pour avancer, explorer, comprendre un petit peu mieux ce que sont les mythes d'aujourd'hui. Alors je rebondis tout à fait, Luc, sur ce que tu viens de dire, sur la création de mythes contemporains. C'est pour moi un vrai sujet permanent, me posant la question dans mes bouquins, est-ce que Sherlock Holmes est un mythe contemporain? Est-ce que Faust, est-ce que Don Juan sont des créations ou des réminiscences? Mais c'est vrai pour Captain America, c'est vrai pour les Marvel et les comics, etc. Mais très concrètement, pour avancer dans cette réflexion, j'ai un certain nombre d'outils de navigation que j'ai amenés avec moi. Et d'ailleurs, le premier a été cité, c'est le dragon. Je crois que c'est très intéressant, cette idée de dragon. Alors, le dragon est quelque chose qui... je rends hommage à la Chine. Le chemin des dragons, c'est l'énergie qui traverse la Terre. J'ai un de mes romans s'appelait En respectant le chemin des dragons. Donc c'était une réflexion sur la façon dont, déjà, je me rends compte aujourd'hui, d'ailleurs, dans mes premiers romans, les mythes étaient très présents. Zeus faisait partie des personnages récurrents, Hermès faisait partie des personnages récurrents. Et en l'occurrence, parler des dragons, de la symbolique ancienne et profonde des dragons est aussi important. Je ne sais pas où est le petit bébé qui avait tout là tout à l'heure, mais je raconte... éclipsé après la métaphore du berceau. Je raconte à ma petite fille, qui a à peu près le même âge, qui a 2 ans, des histoires de dragons. Des histoires qui sont fondamentales. Parce que justement, ça reprend toute ta théorie, qui fait qu'à un moment donné... on découvre au berceau, et probablement avant le berceau, des éléments extrêmement puissants par rapport à ça. Donc le dragon, c'est aussi le berceau de notre imaginaire. Alors Jean-Jacques n'est pas là, Jean-Jacques Vincenzini, qui nous aurait sûrement parlé de Mélusine, du Moyen-Âge et des dragons. Tous ces éléments sont là. Et puis alors évidemment, ce dragon, c'est un jouet, quoi. On a dû acheter ça à la FNAC pour enfants, ou un truc comme ça. Donc ces éléments-là, incroyablement, sont extrêmement présents aujourd'hui dans toutes les mythologies, les hobbits et les seigneurs des anneaux. Tout ça est quelque chose qui est encore extrêmement puissant et qui nous nourrit l'imaginaire. Mais ça nourrit l'imaginaire, alors il faut que j'aille au fond de ma besace, ça nourrit l'imaginaire d'une façon très imagée, sûrement mystique, ça, à côté de quoi j'ai un autre instrument de navigation qui me semble fondamental, c'est le serre-joint. Le serre-joint, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'un serre-joint, par exemple, vous voyez, ça va permettre de conjoindre et de rapprocher, en l'occurrence là, 2 gobelets. Mais si je prends un gobelet et un stylo, ça les rapproche, ça les fait se toucher, ça les fait s'échanger leur énergie peut-être, ça les fait, en tout cas, certainement, cohabiter et aller ensemble dans un compagnonnage, parce que je les aurais serrés sans les blesser. C'est très important. Le monde qui vient, le monde qui m'intéresse, c'est d'essayer de rapprocher peut-être le stylo et le dragon, mais en tout cas, en tout état de cause, cette réflexion sur que sont les mythes qui viennent, qu'est-ce qu'on explore, etc., c'est de rapprocher des choses qui n'étaient pas a priori là pour se rencontrer, et que les véritables créations d'aujourd'hui et de demain, et probablement d'hier, sont dans ces rapprochements. Je crois que là, c'est très proche, Hervé, de ce dont tu parlais tout à l'heure, sur cette pensée magique et ces moments de rencontre. Et puis, et c'est peut-être là le cœur même, je dirais presque de ma méthode, si vous voulez. Dans mon bouquin, je parle de 3 plans différents qui permettent de comprendre. Dans l'histoire de l'humanité, on avait un plan A. Alors le plan A, c'était les religions, les idéologies.
On prenait au pied de la lettre ce qu'on nous racontait, les révélations qu'on nous racontait. On a vu ce que ça a donné, les religions, les idéologies, l'état du monde qui s'en suivit. Donc, pour certains d'entre nous, en tout cas, on a remis en cause ce plan A, idéologie et religion. Alors ensuite, on a créé, alors je suis très content parce que ça répond exactement au plan B. Le plan B, ça a été les mythologies qui nous ont permis d'expliquer les choses. Mais ces mythologies, pour commun des mortels, sont restées dans le placard, sont restées dans les malles et n'ont pas été ressorties. On n'a pas utilisé à fond, sinon peut-être à partir d'aujourd'hui, sinon peut-être avec ces rencontres sur la Société internationale de mythanalyse, on est en train enfin de sortir les mythes de leur naphtaline. Alors, j'ai pensé qu'un plan C pouvait être intéressant. Et un plan C, plan A, plan B, plan C, plan B c'est « et moi là-dedans ». Et nous, à titre perso, quoi. Tout ça, ça nous sert à quoi? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, aujourd'hui, à échanger? Qu'est-ce qu'on est venu essayer de voir, d'interpréter pour que ça nous concerne? What's in it for me, ils disent les Anglais. Where is the beef? Et moi, là-dedans, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que cela me raconte? Et donc là, à travers ça, eh bien, c'est l'histoire personnelle de chacun. Mon histoire avance masquée. À travers les masques qui m'ont accompagné pendant une partie de mon existence, il y avait l'exploration de ce masque que j'ai trouvé il y a 30 ans à Bornéo, au Sarawak, dans une tribu Dayak, et qui m'accompagne depuis toujours. Il s'agit effectivement d'essayer de voir concrètement si on peut utiliser le savoir traditionnel des tribus primitives, comment on peut l'intégrer à ce que nous sommes aujourd'hui. Savoir traditionnel et des tribus primitives, c'est peut-être quelque chose de l'ordre du mythe, quelque chose qui est là en train de se construire, qui nous raconte une histoire très ancienne, et qui en même temps est un jeu. On cache, on montre, on cache, on montre, et on est sans arrêt en train d'essayer de partir à la recherche. Masque Dayak du début du XXe siècle. Et donc, très beau ce masque. Un très beau masque, absolument. Et le troisième, ou quatrième instrument, boussole de navigation, c'est, je dirais, on va prendre ça comme métaphore de beaucoup de choses. Elle est très précise car c'est le catalogue des objets blessés qui a eu lieu au Quai Branly il y a quelques années, qui parle de la réparation des objets en Afrique. Et donc, qui parle du recyclage de tous les objets, de tous les accidents qui sont arrivés aux différents objets. Alors, on va en trouver plein, c'est un livre magnifique, mais qui montre de façon extrêmement précise. Voilà, ils ont retapé le pied cassé de cette statue. Des calebasses sont reconstruites et transformées en autres jarres, système de jarres. Toute cette problématique qui m'a extrêmement frappé à l'époque de la façon dont aujourd'hui ce mythe contemporain du recyclage. Il s'agit sans arrêt de faire revenir des choses. Il s'agit sans arrêt, dans une sorte d'économie solidaire avec elle-même, de sauver le monde à partir de ce qu'il est, quoi. Ça aussi, est-ce que c'est un mythe extrêmement... Enfin, je me pose vraiment la question, on pourra échanger autour de ça. Est-ce que c'est un mythe contemporain aujourd'hui de vouloir sauver le monde alors qu'on a cherché à l'exploiter dans ces dernières années? Est-ce qu'il y avait autrefois dans les relations sociales, dans la façon dont on envisageait le monde, on avait ce concept-là de recyclage? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que j'en trouve d'autres, on en trouve d'autres, et qu'on a finalement inventé une sorte d'outil de navigation avec notre fameux dîner fondateur de la Ligue des mythographes extraordinaires, et qu'à partir de là a surgi tout un système très créatif qui se développait de cette façon-là. Donc voilà, j'ai d'autres dans mon cabas, pas ici, mais j'ai d'autres outils. Mais je dirais que peut-être celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui, parce qu'il est très dans l'air du temps, avec le lancement d'Orion hier vers la planète Mars, qui est à l'exploration du système solaire, en même temps que les découvertes les plus récentes en nanotechnologie pour la médecine interne. Il me semblait là
que dans ces deux images extrêmement fortes, on avait là deux instruments essentiels. Vers les étoiles, c'est les forces centrifuges. La force centrifuge qui nous éloigne de la Terre pour aller vers ailleurs est une force que l'on retrouve en permanence, s'éloigner de soi pour aller découvrir le monde. Tandis que les forces centripètes, qui sont la possibilité d'aller à l'intérieur du corps pour le sauver, peut-être que c'est ce que les nanotechnologies vont peut-être faire ça, me semble être l'opposé, le versant opposé. Force centrifuge, force centripète. Force centrifuge, en même temps, c'est la science-fiction. La science-fiction qui nous emmène vers les étoiles et qui nous emmène dans des galaxies lointaines et vue par certains comme une façon de sauver l'humanité de ce qu'elle est. Et la force centrifuge, qui ressortit peut-être davantage des sciences occultes et de l'alchimie, et à l'intérieur, qui nous permet d'aller visiter le corps et l'âme. Deux éléments, deux forces qui me semblent aussi des éléments qui vont nous aider peut-être à approfondir nos réflexions sur les mythologies. Voilà, j'ai terminé. Donc, le livre, c'est Mythologie du futur. Alors voilà le livre. Voilà le livre. Best-seller de l'année 2014-15. 2028, quand ça sera enfin reconnu.